Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, Johnny Hallyday n'est plus. Le rocker est décédé cette nuit à l'âge de 74 ans. Si de nombreux hommages lui ont été rendus dans l'Hexagone, les Martiniquais ont également été très touchés par sa disparition. Deuxième et dernier jour des assises de l'agriculture, la manifestation organisée par la CTM a mobilisé de nombreux professionnels de la filière. Ils ont tenté de trouver des solutions au problème du foncier. Opération de sauvetage grandeur nature sur le site de la Sahara. La raffinerie et la SNSM ont testé leur capacité d'intervention en cas d'accident. Les deux entités avaient signé un partenariat depuis 2 ans. Enfin, coup de projecteur ce soir sur un souffleur de verre. L'artisan voit son activité s'intensifier en cette période de fin d'année. Il propose de magnifiques bulles de Noël à découvrir dans notre JT des communes. Enfin, Ghislaine Joachim-Arnaud, vous le voyez, est notre invitée de ce soir, la secrétaire générale CGTM et membre du collectif CHUM Douvan-Douvan Martinique, nous parlera de la situation du CHUM. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La nouvelle de sa disparition cette nuit en a ému plus d'un. Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans. Ses chansons ont traversé les générations. Aujourd'hui, les Martiniquais ont été nombreux à lui rendre hommage ce matin, comme ont pu le constater Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Allumez le feu, waouh! Allumez le feu, ça c'était super. Oh Marie, si tu savais. Allumez le feu, allumez le feu. Oh Marie, je suis émue, très émue. Oh Marie. Autant de mélodies devenues intemporelles, fredonnées par toutes les générations. Pour beaucoup, la mort de Johnny Hallyday marque la perte d'un pilier de la chanson et de la culture française. Johnny, c'est un grand artiste, vraiment parmi les grands, donc ça peine tout le monde. Voilà, ça me peine. Il était, on va dire, un petit peu pluriel. Il a fait danser du monde, voilà. Il a fait danser, il a inspiré et je pense qu'on continuera à danser encore sur sa musique. Je n'ai pas gardé de souvenirs, il est vivant dans ma tête. Quand les gens disparaissent comme ça, ces personnes-là sont vivantes dans notre tête. On ne peut pas dire qu'ils sont partis. Il chantait des chansons auxquelles il touchait et qui parlaient aussi de la vie de tous les jours. Et voilà, vous allez me faire pleurer parce que j'aimais beaucoup. Johnny Hallyday entretenait un lien particulier avec les Antilles. En 1999, il avait donné un concert unique au stade de Dillon. Il possédait également une résidence à Saint-Barth, son havre de paix, où il se rendait souvent en famille. En 2012, alors qu'il y passait des vacances, il est hospitalisé et soigné quelques jours chez nous à la suite d'un malaise. Cette ancienne infirmière du CHU se souvient d'un homme avenant. Quand on nous a dit que Johnny était à l'hôpital, tout le monde, tous les filles ou bien les athlètes de monter à le voir, ils nous parlaient bien, ils nous recevaient bien. On lui a offert des parfums, je m'appelle moi-même, j'avais été au truc antillais, je lui avais acheté plein de trucs antillais. Atteint d'un cancer des poumons depuis quelques mois, malgré la maladie, Johnny était remonté sur scène en juillet dernier pour la tournée des Vieilles Canailles, le dernier rendez-vous avec son public. L'idole des jeunes, devenue en 5 décennies celle de toute une nation, s'en est allé rejoindre le tombeau des artistes immortels. Le temps des copains.
La SARA et la SNSM en test de leur capacité d'intervention en cas d'accident sur le site de la raffinerie. Une simulation grandeur nature a été organisée ce matin. Objectif, évaluer la légitimité du partenariat signé entre les deux entités depuis 3 ans. Reportage d'Anaïs Gall. Crossac du navire Pétroservice 2. Un homme à la mer, à quelques centaines de mètres de la berge. Un agent de la SARA, blessé lors de ses manœuvres en bateau. Je vous signale un homme à la mer dans le Coé du Lamentin. Le Crossac donne immédiatement l'alerte à la SNSM. En quelques minutes à peine, les sauveteurs sont là. La victime est prise en charge par des plongeurs et ramenée jusqu'au bateau, où les pompiers tentent d'évaluer la gravité de son cas. Monsieur, ça va? Ça va. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. D'accord, vous êtes toujours conscient là? Toujours. D'accord, vous n'êtes pas étourdi? Non, ça va. J'ai les ciseaux? J'ai juste mal à la jambe. Vous avez mal à la jambe uniquement? Oui. D'accord. L'homme souffre d'une fracture ouverte à la jambe gauche, un déguisement qui permet de donner plus de réalisme à l'exercice. Demandons évacuation par hélitreuillage. Merci de prévenir Dragon. L'hélicoptère de la sécurité civile est appelé en renfort pour évacuer la victime. Les sauveteurs ont rempli leur part de la mission. Cet exercice les rassure sur leur capacité d'intervention. Ça permet de garder nos acquis, parce que bon, comme tout le monde, comme un footballeur, s'il ne s'entraîne pas, il perd. Donc des entraînements, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Direction la SARA, où son cas sera examiné avant de partir pour le CHU en ambulance. Une configuration spécifiquement choisie pour l'exercice afin de tester l'héliport de la plateforme, inutilisée depuis plus de 15 ans. Nous, ça nous permet de savoir où est-ce que l'on peut poser, par exemple. C'est des choses toutes bêtes, mais le fait de s'être posé déjà une première fois ici, on sait que c'est quelque chose de praticable. On connaît maintenant nos intervenants, nos collègues à la SARA, on les connaît bien, on les connaît mieux. Donc ça permet de créer des contacts et d'être beaucoup plus... d'être mieux intégrés à également à leur plan de sauvetage. La simulation aura duré environ 1 heure, un délai encourageant pour la SARA. Nous avons connu par le passé des accidents et il est important que dans les premières minutes, que la meilleure prise en charge soit faite pour, je dirais, la santé de la potentielle victime. La plateforme de la SARA est classée site sensible. La raffinerie est responsable de la sécurité de 270 salariés. Attention, un avis de disparition a été lancé par la gendarmerie de Martinique. Denise Gestel, âgée de 47 ans, a disparu depuis le 12 juin dernier de son domicile situé au quartier Duchesne, au Robert. La famille est sans nouvelles d'elle depuis cette date. Les différentes investigations entreprises n'ont pas permis de la localiser ou d'orienter les recherches. Denise Gestel mesure 1,60 m et de corpulence moyenne, a les cheveux courts. Pour toute information, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie du Robert au 05 96 65 01 46. Parlons maintenant des assises de l'agriculture. C'est le 2e et dernier jour de ces assises organisées par la CTM au Palais des Congrès de Madiana. Les professionnels de la filière ont abordé aujourd'hui une problématique très handicapante chez nous. De nombreuses terres ne peuvent être exploitées. Une fois le problème posé, les intervenants se sont succédés pour proposer des solutions. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. 22 000 hectares de terres agricoles seraient aujourd'hui inexploités chez nous, dont une grande partie due à l'indivision de certains terrains. Plus de 50% des propriétaires refuseraient de les céder pour relancer les exploitations. Une situation à laquelle Guy Albert, éleveur de porcs, a été confronté au moment d'acheter son terrain. Déjà présent hier, il a pris le taureau par les cornes aujourd'hui et a tenté d'apporter des solutions, en émettant notamment l'idée de créer des groupements fonciers agricoles. Cela permettrait de garder l'entité agricole pour que soit un membre de la famille ou quelqu'un extérieurement puisse reprendre cette entité agricole et produire. Je crois qu'il faut taper là où on doit taper. Il faut arrêter de parler et agir. On serait passé encore à côté. Voilà, c'est cette sensation-là qui est en train de me ronger un peu. Pour pallier le manque de terres exploitables, d'autres également tentent d'apporter leur pierre à l'édifice. Jimmy s'est spécialisé dans la permaculture, sans terre, la plupart du temps hors sol, réalisable sur n'importe quel type de surface. Une technique d'avenir, selon lui, qui n'est pas encore reconnue chez nous et donc non subventionnée. Contrairement à l'agriculture intensive,
le sol il va être dégradé. Plus on cultive dessus, on va faire les rotations de sol, on va traiter avec des produits phytosanitaires chimiques et le sol va être dégradé. En permaculture, c'est le contraire. En permaculture, on apporte des éléments, on apporte de la matière bio, on apporte de la matière organique au sol. On ne m'a pas apporté plus d'intérêt que ça. Comme je vous dis, on craint ce qu'on ne connaît pas. Et surtout ce qu'on n'arrive pas à gérer. Des projets qu'aimerait également voir sortir de terre le président de la SAFER, organisme dépendant de la CTM, chargé entre autres d'améliorer et de mettre en valeur les structures foncières des exploitations. Pour lui, il est urgent de redynamiser la filière, d'autant que d'autres régions insulaires y parviennent. Soit les élus font le choix de faire entrer des produits en Martinique pour nourrir avec des produits d'importation, ou soit on fait le choix de nourrir notre population. C'est quand même triste que des élus comme tous ceux qui sont députés, sénateurs, ils voyagent quand même et arriver à voir qu'à La Réunion, l'île de La Réunion, on arrive à produire plus de 80% en autosuffisance en frais, alors qu'en Martinique, on n'arrive même pas à produire 20%, c'est fou. Des doléances que semblent en partie entendre les élus de la CTM. Après ces 2 jours de concertation, il faut maintenant établir un ordre de priorité pour réaliser les chantiers sous 5 ans. Il y a la question du foncier qui est une problématique majeure, puisque le foncier est le point de départ pour permettre l'installation des jeunes agriculteurs. La question également de la politique agricole, avec la question du financement des politiques agricoles et l'orientation qu'on veut donner aujourd'hui à ces financements. Nous allons rédiger des actes des assises qui reprendront les propositions qui auront été faites sur chacune des thématiques. Et derrière, un comité de suivi sera mis en place par thématique où nous allons approfondir la réflexion, poursuivre, puisqu'on n'a pas pu tout aborder aujourd'hui. Ces assises se referment donc avec l'espoir pour beaucoup d'agriculteurs d'être enfin entendus. Parmi ceux croisés aujourd'hui, ils sont nombreux à souhaiter une réforme agraire pour restructurer la filière chez nous. Autre secteur très important en Martinique, celui de la santé. Voilà tout juste une semaine que le collectif CHUM Douvent-Douvent Martinique a été reçu au cabinet du ministre de la Santé. Les membres ont pu parler de leurs inquiétudes et des difficultés qu'ils rencontrent au sein du CHU de Martinique. Pour en parler, nous recevons l'une des membres du collectif, Ghislaine Joachim-Arnaud, qui est secrétaire générale de la CGTM. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez mis la pression une semaine avant la rencontre au cabinet du ministre de la Santé en bloquant, en organisant des petites mobilisations d'1 heure sur les différents sites du CHUM. Est-ce que la pression a été payante? Est-ce que vous avez été satisfaite de la rencontre? Vous avez employé le terme pression. Moi, je dirais information, parce qu'il s'agissait d'1 heure d'information avec des collègues pour leur expliquer le sens de notre démarche. Et c'est vrai que nous avons tenu ces heures d'information sur chacun des sites qui composent le CHUM de la Martinique. Donc, il y a une délégation composée à la fois de médecins, de représentants d'organisations syndicales, du personnel médical et non médical, et également du président du conseil de surveillance. Voilà la composition de la délégation. Monsieur Bubien, qui est le directeur adjoint de cabinet de la ministre de la Santé, nous a reçus. Globalement, la délégation a estimé que cette rencontre était une rencontre plutôt positive dans ce sens qu'on a eu le sentiment d'avoir été écoutés, et nous avons pu, pendant cette heure, puisque c'est pendant 1 heure de temps qu'on a eu ces échanges, nous avons pu pendant cette heure mettre l'accent sur les problématiques qui nous semblent les plus importantes sur le CHUM de la Martinique. Mais alors, il vous a écouté, mais qu'est-ce qu'il vous a proposé? Eh bien, il est d'accord. Bien sûr, il nous a confirmé qu'il y a 3 administrateurs qui viendront à partir du 3 janvier. Nous ne sommes pas mis sous tutelle, nous sommes en administration provisoire. Ces personnes auront la responsabilité des directeurs, mais ils seront chargés tous les mois d'une rencontre avec ce monsieur Bubien et de faire un peu l'état de la mission qui leur sera confiée. Donc il n'y aura pas de réduction, comme vous le craignez, de budget? Non, nous avons insisté sur les problématiques qui sont des problématiques structurelles. Aujourd'hui, pas plus pour le CHUM de la Martinique que pour les CHUM
de tous les départements d'outre-mer, il y a un problème de financement. Et sur cette question du financement, il est d'accord à examiner la construction d'un budget particulier, spécifique pour l'outre-mer, ou, si vous voulez, les surcoûts que nous payons, en fait, et qui créent fondamentalement le déficit des hôpitaux en Martinique, mais des hôpitaux de l'outre-mer en général, eh bien, il est d'accord à construire un budget qui prendrait cela en compte. En clair, pour que la population réalise, eh bien, si une journée d'hospitalisation, elle coûte 2000 €, c'est pas ça, hein, elle coûte 2000 € en France, et qu'ici, avec les surcoûts, elle coûterait 3000 €, eh bien, nous demandons qu'il y ait une équité, c'est-à-dire que les 1000 € soient intégrés dans le budget des hôpitaux de la Martinique. Mais vous manifestiez également pour avoir plus de personnel. Est-ce qu'il a répondu à sur la question du personnel, nous n'avons pas spécifiquement réclamé du personnel. Nous avons dit que pour que l'hôpital puisse prodiguer des soins de qualité en toute sécurité, nous avons besoin de personnel dans toutes les catégories. Nous avons besoin aussi de garder les jeunes médecins parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite et les conditions de travail au CHUM de la Martinique aujourd'hui ne sont pas attractives. Elles ne sont pas attractives pour les jeunes médecins qui ont fait la plupart d'entre eux leurs études au début ici et après en France, mais elles ne sont pas non plus attractives pour certaines catégories professionnelles qui sont ici. Par exemple, je pense aux masseurs kinésithérapeutes, cette catégorie. Sur la question des effectifs, sur la question des organisations, sur la question de l'attractivité, sur la question des surcoûts, et bien sûr, toutes ces questions, il est ouvert et il est d'accord à rencontrer les administrateurs une fois par mois, mais nous avons demandé qu'il y ait aussi des indicateurs qui soient suivis, qu'il y ait 10 paramètres qui soient suivis, de telle sorte qu'on voit l'avancée de cette mission et que le collectif soit aussi associé, c'est-à-dire que le collectif puisse être consulté sur des dispositifs qui seraient mis en place. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites au CHUM. Malheureusement, on s'aperçoit que la situation du CHUM est toujours critique. Et nous voulons être associés, c'est-à-dire nous voulons, nous, les experts de l'activité professionnelle, quel que soit notre secteur d'activité, nous voulons être consultés et nous voulons qu'on nous dise quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire. Et l'état de certains locaux était également pointé du doigt par les grévistes. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça ? Sur cela, il est conscient, c'est ça sa déclaration, qu'il faudra prendre des mesures immédiates, urgentes. Mais il y a un calendrier qui a été proposé. Dans le sens de l'investissement. Les administrateurs sont là pour 6 mois. Il y a un contrôle qui sera fait tous les mois. Il a dit des mesures urgentes. Il nous a aussi dit qu'il pense venir en Martinique au mois de janvier, sans nous donner d'indications sur la date. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous voulons, quand je dis nous, c'est-à-dire le collectif CHUM Douvan, composé de médecins, de représentants d'organisations syndicales, d'usagers, nous voulons aller jusqu'au bout. C'est pas la première fois qu'on soulève les problèmes de la santé, les problèmes du CHUM. Nous pensons que maintenant, ça suffit et qu'il faut trouver des solutions. Les solutions, elles existent. Mais il s'agit d'une politique... Le fait qu'il n'y ait pas de réponse concrète, et vous dites en même temps que vous êtes satisfait, ça interpelle quand même. Vous avez tout à fait raison, mais je ne vais pas inventer des montants alors qu'il ne s'est pas prononcé sur des montants. En tout cas, du point de vue de sa déclaration, la déclaration, c'est qu'il est conscient qu'il faudra prendre des mesures urgentes. Je prends un exemple de ce qu'on lui a dit. Vous savez, la blanchisserie du CHUM de la Martinique, à n'importe quel moment, elle peut tomber en panne. Et les blanchisseries qui existent sur le territoire, les blanchisseries privées qui existent sur le territoire, ne sont pas en capacité de traiter le tonnage de linge du CHUM. C'est-à-dire que si la blanchisserie, elle meurt là, eh bien, le CHUM sera bloqué. En Guadeloupe, il y a eu l'incendie. Ici, on peut avoir un blocage de la blanchisserie. Il a dit qu'il est conscient, qu'il y réfléchit, mais est-ce qu'on a des dates Ça coûte 4 millions. On lui a donné un certain nombre d'exemples, celui de la blanchisserie. Et il a dit qu'il réfléchissait, qu'il était conscient. Il a dit qu'il faudra prendre des mesures immédiates, sans préciser les dates. Donc, nous, on n'est pas en train de l'attendre.
parole en bouche pas sage. Hein. On n'est pas en train de l'attendre. Nous, on est conscient du contexte dans lequel nous vivons et nous savons que pour qu'on nous entende d'autant plus vite et d'autant plus fort, eh bien qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une mobilisation de la communauté hospitalière, tout grade confondu, mais aussi une mobilisation de la population, parce que demain, quand elle sera malade, il faudra qu'elle puisse trouver des services qui fonctionnent de manière correcte et qu'elle puisse trouver les soins qu'elle attend. Il y a des mobilisations à venir, justement, au sein du CHUM? Nous voulons d'abord sensibiliser la population et la communauté hospitalière. Vous savez, des mobilisations, il y en a tout le temps. Ce matin, j'étais avec des collègues de la stérilisation qui étaient mobilisés. On avait une réunion cet après-midi. La semaine dernière, il y avait des collègues de d'autres secteurs d'activité. Des mobilisations compte tenu des conditions de travail que nous avons. Des mobilisations, il y en a tout le temps. Maintenant, la mobilisation, c'est par rapport à une urgence. Maintenant, de manière fondamentale, il faut apporter des réponses pérennes à la situation du CHUM et c'est pour ça que nous sommes déterminés. Alors, dernière question rapidement. Votre organisation syndicale a tenu son AG hier. Qu'en est-il ressorti? Eh bien, c'était l'AG d'une de nos sections, celle du Centre hospitalier de Fort-de-France. Bien sûr, des exemples ont été donnés des conditions de travail qui sont en train de se dégrader et nous avons vu qu'il était absolument nécessaire de poursuivre ce travail de sensibilisation, d'explication. Mais nous avons aussi observé une progression de nos forces par rapport à l'an dernier à la même période, et ça c'est positif. Et nous croyons qu'il faut aujourd'hui, dans le contexte où les travailleurs sont attaqués de toutes parts, où pour nous, dans la fonction publique, le gouvernement a décidé de remettre en cause le jour de carence, il a décidé de geler le point indiciaire, il a décidé d'augmenter la CSG, eh bien nous estimons que sur toutes ces questions-là, eh bien il nous faut réagir. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. OK. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons de la compagnie Air Caraïbes et la collectivité de Saint-Martin qui lance une collecte de cadeaux pour les enfants de Saint-Martin. Objectif, soutenir les parents qui ont tout perdu après le passage de l'ouragan Irma. Les devoirs maison encadrés par l'Académie de Guyane. Les élèves seront désormais soutenus par les enseignants hors des horaires de cours. Enfin, la chanteuse Princess Lover sera en concert demain soir au Tropicatrium. Après quelques soucis de santé, l'artiste revient avec plein de projets. Je vous le disais, la compagnie Air Caraïbes et la collectivité de Saint-Martin lancent une collecte de cadeaux pour les enfants de Saint-Martin. Ils espèrent collecter au moins 3000 présents pour les jeunes Saint-Martinois. Objectif, leur redonner le sourire pour leur premier Noël après le passage dévastateur de l'ouragan Irma. Voyez les détails de l'opération avec Yvan Lemar. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un festival de Noël lancé par la collectivité de Saint-Martin. Depuis le 26 novembre, nous avons commencé le Serenade Christmas Village à Saint-Martin, qui on part dans chaque quartier les samedis et les dimanches. Et en organisant cet événement, on a eu un coup de fil d'Air Caraïbes qu'on tient vraiment à remercier, qui nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient ce projet et ils voulaient absolument montrer une solidarité et venir à aide au secours aux enfants. Parce que, comme vous le savez, l'enfant, c'est vraiment le futur. Et là, on a décidé de dire un cadeau est égal un enfant, un sourire. Avant de lancer cette opération, un recensement des enfants a été fait sur l'ensemble de la collectivité. Comme j'ai dit pour l'instant, on se penche sur les conseils de quartier et aussi la vie associative. La vie associative regroupe les associations qui sont subventionnées aujourd'hui à la collectivité. Et comme l'événement, on a commencé le 26 novembre en allant dans chaque quartier, on a pu recenser au moins 500 enfants par quartier. Alors facilement, il y a 6 quartiers, à 500 enfants, ça fait 3000. On essaye avec Air Caraïbes d'arriver quand même 5000 parce que la population et la jeunesse à Saint-Martin, ça s'élève quand même. Mais si on arrive quand même à garder entre les 3000 et les 3500, l'opération serait susceptible. Depuis lundi dernier, des points de collecte ont été mis en place et des moyens logistiques ont été mobilisés par la compagnie. La collecte a lieu dans différents points de la Guadeloupe, alors que ce soit France Antilles, que ce soit le siège d'Air Caraïbes, que ce soit le siège de la société DHL à Jarry. Donc vous pouvez amener vos cadeaux là, vous pouvez amener aussi vos cadeaux à l'aéroport à Air Caraïbes. Ensuite, ces cadeaux seront acheminés avant le 20 décembre. Les derniers seront acheminés avec le Père Noël le 20 décembre sur les avions qui relient la Guadeloupe
Guadeloupe à Saint-Martin. C'est vraiment une action de solidarité et encore une fois, nous sommes partenaires. Alors évidemment, on s'appelle Air Caraïbes, on ne le renie pas, mais c'est absolument pas une opération commerciale et je souhaite à le dire parce que souvent, on est capable de mener des opérations commerciales, on est capable d'investir de l'argent pour des opérations commerciales. Je suis capable de dire aussi que là, c'est une opération de solidarité et que ce n'est pas du commercial. La fin de l'opération est prévue le 20 décembre avec la distribution de cadeaux et de goûters pour les enfants. Un village de Noël sera installé sur le front de mer de Marigot pour l'occasion et un grand chanté Noël est programmé pour clôturer l'événement. Solidarité toujours, mais en faveur de la Dominique cette fois-ci. Un triathlon baptisé la Ronde de la Baie sera programmé ce dimanche dans la baie de Génipa. Il devrait permettre de collecter des jouets et des denrées non périssables pour les sinistrés de Maria. Course à pied de 8 km, course de VTT de 10 km et course de kayak avec de nombreuses animations pour un tarif unique de 15 €. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalounou. Nous voulons offrir un Noël, offrir un petit peu de bonheur aux enfants de l'île de la Dominique. C'est vrai que nous, dans notre association, comme j'aime à le dire, notre leitmotiv, c'est la solidarité. Voilà, et bien, nous allons commencer notre triathlon de la Ronde de la Baie, parce qu'elle s'intitule comme ça, la Ronde de la Baie. Nous allons commencer par des épreuves sportives, la course à pied, le VTT et du kayak. Après ces 3 épreuves, nous allons avoir une méga Zumba avec Madame Vanessa Legg qui a accepté gracieusement de nous faire une Zumba. Après ça, nous aurons un petit hommage à Jeff Joseph. Nous avons un groupe sous du COS qui va pouvoir nous jouer quelques morceaux de Jeff Joseph. On sait qu'il est aimé en Martinique. Et puis à la suite de ça, on aura quelques artistes qui vont passer. Et puis on terminera par un chanté Noël. De l'espoir toujours avec cette expérimentation au collège du Saint-Esprit à destination des élèves en risque de déscolarisation. L'établissement recevra bientôt tous les élèves du Sud qui auront besoin de ce dispositif s'il venait à être appliqué à grande échelle. Voyez les explications recueillies par Johan Boulard. J'avais du mal à dire oui pour venir ici et puis après j'ai décidé de venir, on m'a accepté. C'est par rapport à mon comportement, par rapport à comment je réagissais à l'école. Je suis vraiment confiante et j'espère qu'ils seront là pour m'aider par rapport aux difficultés que j'ai. Mais je pense que ça va bien se passer. Ce sont des élèves de 3e, il ne faut pas perdre cela de vue. On continue de faire du français, des maths, de l'histoire géo, etc., mais de manière totalement détournée. C'est-à-dire que nous avons des enseignements et puis nous avons aussi des activités qui sont des activités, j'allais dire, prétexte. On met les élèves dans un bus, on part avec eux sur la route et puis on fait vivre ce que c'est que de l'éducation morale et civique. Qu'est-ce que c'est cette route? Qui l'entretient? Pourquoi est-il important de l'entretenir? Que se passerait-il si on ne le fait pas? Il revient à qui de le faire? Les fonds publics. Mais les fonds publics qui viennent d'où? De chez vous, de chez moi? Donc, de manière concrète et palpable. Alors là, quelque chose qui a priori serait quand même un peu théorique sur un budget, etc., devient quelque chose de concret. Les élèves qui y sont admis sont des élèves qui présentent un risque de décrochage. Donc à travers ces dispositifs, nous voulons faire en sorte qu'ils reviennent ou continuent de venir à l'école jusqu'à ce qu'ils obtiennent une formation, un diplôme et apprennent comme tout un chacun un métier, fassent des études et réussissent leur insertion dans la vie professionnelle. Et en Guyane également, le suivi des jeunes est pris très au sérieux par les autorités. Pour contrer le problème récurrent des devoirs maison non faits, le recteur de l'académie a mis en place un dispositif d'aide baptisé Devoirs faits. Ce sont les professeurs ou des employés qualifiés qui assurent le suivi en dehors des heures de cours. Pierre Tréfou a assisté au lancement de l'opération. Regardez. Pas vraiment apprécié des élèves ni des parents, les devoirs à la maison vont déménager. En effet, un nouveau dispositif pour le travail personnel des élèves leur permettra d'avoir un temps dédié en dehors des heures de classe et au sein même du collège. Le recteur Alain Yong-Lekama était en visite ce matin au collège Paul Capel pour prendre la mesure de ce nouveau programme.
L'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se dit que les enfants sont devenus totalement autonomes dans la capacité à faire les devoirs, c'est de les sortir du dispositif. Et donc plus on en sortira, au-delà des résultats scolaires à la fin, plus on en sortira du dispositif, plus on aura gagné. Parce que l'idée, c'est vraiment les rendre autonomes dans la capacité à faire leurs devoirs. Donc c'est vraiment les élèves qui ont aujourd'hui quelques difficultés qu'on comprend très très bien, dû au manque d'accompagnement, au contexte dans lequel ils font leurs devoirs à domicile. Et donc, oui, le vrai indicateur, ce seront les taux de sortie du dispositif. Et ça, on y compte bien. On a à peu près 32 000 élèves en collège, parce que ça concerne que les collèges. On a déjà 3 500 qui sont inscrits, ça a commencé pour eux. Ça fait à peu près 27 000 heures de travail pour les enseignants supplémentaires. Donc, le dispositif, il prend forme. Il va continuer de croître et de toute façon, on a tous les moyens, on a mis tous les moyens qu'il faut pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire vraiment réduire les inégalités. Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leur apprentissage et les conditions de travail peuvent être une source d'inégalité. Déjà, les conditions, c'est d'avoir le cadre. C'est-à-dire que là, on n'a pas une télé, on n'est pas dans le salon avec une télé qui fonctionne. On n'a pas la musique qui est à fond. On est concentré sur le travail, on est dans des conditions de travail pour travailler. Le dispositif a été mis en place au collège et est apprécié par les élèves. J'ai aimé parce que quand les élèves n'ont pas l'opportunité de le faire à la maison, ils le font ici. Le dispositif Devoir fait répond aux contraintes d'un bon environnement de travail pour les devoirs et vise aussi à renforcer le lien famille-école. De retour en Martinique, un peu de musique maintenant avec la chanteuse Princess Lover qui sera en concert à l'Atrium demain soir. Après quelques soucis de santé, l'artiste revient en pleine forme avec de nombreux projets. Anaïs Gall a assisté à sa dernière répétition cet après-midi. Voyez cette ambiance qui vous attend. Je ne supporte plus d'être blessée, toutes ces femmes viennent m'arrêter, juste pour moi, venez s'améliorer. Je te Nous sommes dans un autre concept qui est vraiment un concert qui n'était pas programmé. C'est à la demande des Soleils, mes fans que j'appelle mes Soleils. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans une position où on n'avait pas encore travaillé de nouvelles chansons, nous n'avions pas encore fait des choses pour pouvoir promouvoir quelque chose de nouveau. Donc, mais de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, même avec les nouveautés, on est toujours obligé de faire des choses que les gens ont envie d'entendre. Donc effectivement, malgré le fait que nous aurons quand même les chansons que les gens espèrent entendre, il y aura des exclusivités. Comme si tu t'aimais, quand on n'est pas soi-même, souvent on veut abandonner, déçu de ne pas être entendu. C'est vrai que l'attente était un peu longue, j'avoue, parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc le temps d'essayer de tout régulariser. Ce n'est pas encore exact, mais il y a quand même la santé pour pouvoir faire. Donc on se met déjà au travail. La preuve, comme je disais, entre deux prestations, enfin deux tournées, parce que ce sont des tournées différentes, j'ai pu aller en studio pour leur écrire une chanson. Donc la réalisation de l'album va de soi, puisque bien entendu, une fois qu'on met les pieds au studio, on n'a plus de tout envie d'en sortir. Je ne pourrais qu'en réduire des conséquences pernicieuses. Je vais culpabiliser de t'avoir trompé. Il y a eu beaucoup d'annulations de concerts. J'en ai entendu beaucoup parler, même quand je n'étais pas forcément sur notre île. Et effectivement, on trouve toujours ça déplorable. Ça me fait de la peine, oui, parce que ça m'angoisse un peu, parce que malheureusement, quand il se passe des choses comme ça, les gens, quand ils ne savent pas, ils ont tendance à rabattre des mauvaises réputations sans savoir. Donc, si un artiste n'a pas fait, on dira qu'il n'a pas fait, on va inventer des raisons, ou on va lui jeter la pierre. Sonné, j'ai sonné, pour toi j'étais un blanc, si mon beauté. Sonné, j'ai sonné, qui n'avait aucune chance de se relever. ATV, toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes.
Un JT des communes qui vous plonge ce soir dans un univers féerique avec des bulles de Noël créées de façon artisanale. Hubert Bornil et Valérie Vincent vous présentent ce soir un souffleur de verre qui voit son activité de plus en plus rythmée en cette période de fin d'année. Regardez. C'est toujours très spectaculaire de voir l'homme travailler, le verre, ce souffleur de verre. Gatien est un homme véritablement passionné. En ce moment, il faut dire qu'il a une charge de travail, puisque pour cette fin d'année, tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, lui réclament non pas des boules, mais des bulles de verre. Regardez. Gatien Ouifier n'est plus à présenter. Nous avons déjà eu l'occasion de vous faire découvrir l'art de cet homme qui passe beaucoup de temps avec un chalumeau en main. Ses réalisations sont nombreuses et variées et elles ont toutes de l'originalité. Au niveau des couleurs, on a du vert, on va avoir du bleu, du rose, du mauve et puis là je vais travailler aussi sur des petites boules, des petites boules noires. On a aussi ce qu'on appelle du verre avec des tubes de verre cannelé. Donc on a ces petits traits. C'est super joli, ça prend bien la lumière, ça prend bien l'éclat de la lumière. Avec la venue de Noël, l'artiste s'attaque aux bulles de verre. Un travail fort délicat qui réclame une grande concentration. Alors maintenant, je vais m'occuper de la partie haute. Cette partie-ci, je vais créer un anneau. Donc là, vu que je ne peux pas les prendre avec les mains, la matière, même si elle a repris sa couleur d'origine, c'est plus rouge, c'est encore au moins à 400 degrés. Donc je vais un petit outil qui va remplacer ma main. Lorsque l'on assiste au déroulement de l'opération, il y a un côté magique qui envahit l'espace. Technique, précision, toucher juste sont les qualités à avoir pour être un bon souffleur de verre. À 1200 degrés, là, la texture du miel, il est presque liquide. Donc c'est à moi de jouer avec ces écarts de température. Donc forcément, j'ai pas de thermomètre, donc c'est que du visuel et du ressenti à travers les mains. Quant à moi, je repars sur la pointe des pieds avec ma bulle. Elle est froide maintenant. Et puis notez que Gatien Ouifier sera en exposition du 11 au 23 au centre commercial Génipa. Pas moins de chez ça. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 9h à 14h. Et puis comme chaque jour ouvré, une collecte sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve dans une poignée de secondes Régine Germany. Pays. À tout de suite.